Et c'est parti. Merci beaucoup à tout le monde présent ici pour ce temps que vous nous accordez. Sachez que vous êtes filmés, donc il faut mettre quelques sourires sur les faciès. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Iban Touché. Je suis le fondateur d'une société qu'on appelle Incremis. Et on a lancé récemment une nouvelle offre, une nouvelle solution qu'on appelle Spark Neo. Et globalement, le but de cet atelier, c'est pas tant de vous présenter Spark Neo, c'est plus de vous expliquer aujourd'hui quel est l'état de l'art de l'intelligence artificielle, de cette technologie, ce qu'on est capable de faire et pas capable de faire. Et à la toute fin de l'atelier, on va présenter très rapidement Spark Neo pour vous montrer comment on est capable de générer du contenu à très grande échelle, de qualité professionnelle dans un cadre B2B. D'accord ? Donc, je vous propose de démarrer. Il y a 4 grandes sections. Il y a pas mal de choses à faire. C'est assez pragmatique et technique. Donc, on va aller dans les moteurs. Ce n'est pas simplement une présentation magistrale de slides. C'est bon pour vous? On démarre? Alors, go. L'intelligence artificielle aujourd'hui entre mythe et réalité. Avant de commencer à jouer avec des moteurs, je vous propose de présenter très rapidement les principaux acteurs. Certains sont bien sûr très très connus. On ne présente plus OpenAI, qui a développé une technologie qui s'appelle GPT et qui commercialise un produit sur cette technologie qui s'appelle ChatGPT, que vous devez certainement connaître, qui est une application de type chatbot, question-réponse. Mais il y a d'autres acteurs dans cet univers, notamment Google avec Bard, qui lui aussi commercialise une solution, et on va tout à l'heure rentrer là-dedans et pouvoir comparer ces solutions. Et ce qu'on observe aussi, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'acteurs open source. Donc vraiment, l'écosystème est en train de se démultiplier de manière très, très drastique. Alors, je vous propose d'aller taquiner la bête et de commencer à aller dans les moteurs et déjà de faire quelques petites observations de comportement qui sont très intéressantes. Ici, on est sur GPT-4. Je suppose que vous connaissez l'interface. On va simplement lui demander de nous lister 10 activités touristiques à Paris, en France, d'accord ? Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et on va demander cette même question, en fait, aux différents moteurs. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont en ressortir qui sont intéressantes. Donc voilà, on demande « liste-moi 10 activités touristiques à Paris, France » et on voit GPT qui commence à générer une réponse. Oui, bien sûr, voilà, la Tour Eiffel, etc. De la même façon, je lance exactement la même commande sur GPT-3, en fait, qui était l'ancêtre de GPT-4, qui est vraiment très très proche de la technologie initiale d'OpenAI. On va demander la même chose et on va observer la réponse. On voit déjà un retour beaucoup plus rapide, mais on va un petit peu revenir dessus ensuite. Et ensuite, on va lancer la même chose à Bard, chez Google. Même question. On va observer ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est pareil, un processus de réflexion. Et puis ensuite, on va avoir une réponse qui va être affichée assez rapidement d'un coup. Et si on revient sur GPT-4, vous voyez qu'il est encore en train de travailler. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà observer ? Premièrement, dans le style de retour et d'écriture, on voit des choses très différentes. GPT-3, qui était donc l'ancêtre, vous voyez qu'il a un style d'écriture très très sec, transactionnel, très froid. On demande des choses, il répond bam, 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 très court. GPT-4, au contraire, est un style très conversationnel. D'accord ? Il est très conversationnel et il va vous parler, bien sûr, voici, etc. Il va décrire des choses et il va vous faire un petit peu rêver. Et Bard, on observe que Bard a un retour qui est déjà semble aussi très proche de GPT-4. Donc en termes d'UX, c'est très très similaire, ils ont juste copié l'UX. Mais le plus intéressant, c'est pas ça, c'est de regarder le fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous dit Bard, par exemple ? Aller en haut de la Tour Eiffel, l'un des monuments les plus emblématiques du monde, et profiter d'une vue imprenable sur la ville. D'accord ? Ça, c'est ce que dit Bard. Revenons sur GPT-4. La Tour Eiffel, visitez ce monument emblématique, incontournable, vous pouvez monter à pied et profiter d'une vue imprenable sur la ville. C'est quand même assez étonnant. On est sur 2 solutions qui sont très concurrentes les unes des autres, 2 intelligences artificielles. Puis on voit qu'en fait, c'est la même chose, en fait. Vous voyez ? Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe.
Je vous propose donc de retourner à notre petite présentation. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut à notre niveau comprendre les principes technologiques. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce qu'on a là est très impressionnant. On pose une question, il se passe quelque chose, on a une réponse. À première vue, il y a 5 ans, c'était des choses qui étaient impensables. Et le plus important pour nous maintenant, à notre échelle, c'est de se dire, mais comment ça marche ce bazar en fait? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, la première chose très importante à comprendre, c'est que toutes ces technologies utilisent le même moteur, la même technologie qui s'appelle le Transformer, qui est en fait un papier de Google de 2017. Donc quand vous êtes sur ChatGPT ou que vous êtes sur Bard, derrière, c'est la même technologie qui parle, qui est documentée. C'est un document avec, si vous voulez générer du texte, le mieux, c'est l'approche Transformer, etc. Donc en fait, c'est la même mécanique. OpenAI, ils n'ont pas développé quelque chose dans leur coin avec on dirait une connaissance propre. En fait, tout ça, c'est très documenté. Donc déjà, c'est un premier socle commun entre OpenAI et Bard. Deuxièmement, il y a la notion de l'entraînement. Vous savez, donc ça se passe en 2 phases. Il y a un pré-entraînement où on va donc donner massivement des textes à des moteurs pour qu'ils puissent comprendre les corrélations entre les mots. Et ensuite, il y a un entraînement spécifique qui va permettre à un moteur d'avoir un use case qui sert à quelque chose en termes de business. Donc typiquement, GPT, il sait écrire des phrases, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire OpenAI? C'est un chatbot, en disant, bon, ben voilà, en fait, on va l'entraîner à être plutôt sur un chatbot, parce que là, il y a du business, il y a une activité, on peut faire quelque chose. Mais là encore, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que cette data de pré-entraînement, elle est commune. Dans l'entraînement d'OpenAI, à 60%, ça s'appelle Common Webs, c'est un gros crawl du web, c'est la même chose que chez Bard. Donc en fait, on a un deuxième gros socle en commun. Et c'est pour ça qu'on commence à déjà observer une très grande identité, enfin les mêmes types de textes entre 2 questions, entre les 2 moteurs, alors qu'on est sur des sociétés qui sont concurrentes. Et dernièrement, on va revenir là-dessus, je vais vous le montrer, c'est que cette technologie est très particulière parce qu'en fait, il s'agit d'une génération petit bout par petit bout. Vous allez voir, un petit bout, c'est pas un mot, c'est un bout de mot, c'est une syllabe, 2 syllabes, 3 lettres. Et donc, c'est ce qu'on appelle des tokens, et je vais revenir dessus plus tard. Alors justement, cette génération petit bout par petit bout, comment ça a été fait? Le principe, il est connu. Globalement, on a mis en entrée un texte, un bout de phrase, et on a entraîné le moteur à sortir en sortie le mot le plus plausible. Ça, c'est une approche qu'on fait avec les images. Vous savez, c'est-à-dire, je mets 1 million d'images de chats. Moi, j'ai 10 000 paramètres. 1 million de fois, il se dit, bon, quand c'est plutôt ça la valeur de mes paramètres, c'est un chat. Ensuite, on met 1 million d'images de chiens. Il a les 10 000 paramètres. Il se dit, bon, quand les paramètres valent plutôt ça, c'est un chien. C'est la même approche que ce qui a été fait pour des images pour reconnaître ensuite un chat ou un chien. On lui donne une image en entrée, il saura dire si c'est un chat ou c'est un chien. Le problème, c'est que être un chat, c'est être un chat, être un chien, c'est être un chien. Il n'y a pas de chat-chien. D'accord? Donc, on a fait ça sur des environnements qui étaient très déterministes. Mais là, on est avec des phrases. Bon, si je commence une phrase et puis que je m'arrête et que je demande à chacun d'entre vous, les uns à la suite des autres, de me prédire le mot suivant, je vais dire c'est quel est le mot, quel est le mot, quel est le mot, puis on va commencer à noter les mots. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? On va avoir une sorte de distribution. Alors 25% des gens ils vont dire ben, le prochain mot c'est ça, 10% c'est tel autre, 5% c'est tel autre, etc., etc. Parce qu'en fait, on n'est pas sur un univers déterministe, donc de suite on voit qu'on va avoir de la volatilité et de l'incertitude parce qu'on n'est pas du tout dans le cas d'un chat ou d'un chien. D'accord? En tout cas, c'est le même principe d'entraînement. C'est clair pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça, si on comprend comment ces moteurs ont été construits? Premièrement, ces moteurs sont dépendants à 100% de leurs données d'entraînement. On les a entraînés et du coup, ils fonctionnent. Ça veut dire qu'au niveau d'un état, je peux prendre un moteur, l'entraîner sur des valeurs démocratiques, et tous les citoyens de cet État qui vont aller poser des questions au moteur vont recevoir des textes qui vont vanter les valeurs de la démocratie. Mais je peux aussi prendre ce même moteur et l'entraîner sur des valeurs dictatoriales. Et dans ce pays dictatorial, tous les citoyens qui vont demander des choses à ce moteur se verront vanter les valeurs de la dictature. D'accord? What's in, what's out, hein, comme ils disent. Hein. Deuxièmement, étant donné que c'est une génération des textes au fil de l'eau, il n'y a aucune compréhension des textes qui sont générés, en fait. Je vais mettre ça en évidence tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est vraiment une génération goutte à goutte de bouts de mots les uns à la suite des autres.
Donc, il n'y a aucune compréhension des textes. Et troisièmement, ce qui est très important aussi, c'est de comprendre qu'il y a une incapacité de la représentation du monde. On est face à des machines qui sont entraînées massivement sur des textes. Ils ne comprennent rien des sentiments. Ils n'ont pas d'expérience de la vie. L'amour, la haine, tout ça, ils ne connaissent pas. Le chaud, le froid, l'accélération, le sens de tout ça. D'accord ? Donc, on est face à des machines massivement entraînées sur des textes pour générer le texte suivant le plus probable. Alors, à la lumière de ces enseignements, ce que je vous propose, c'est de retourner dans les moteurs et de mettre en évidence en fait, ce comportement. Alors, pour mettre en évidence le comportement, on est obligé de revenir à GPT-3 parce que pour le moment, dans le cadre, ça n'a pas encore été activé. Mais globalement, il y a une petite option pour montrer les probabilités des tokens les uns à la suite des autres dans GPT-3. Et donc, c'est ce que je fais là, en changeant un petit peu le prompt, en lui demandant cette fois-ci de nous donner des activités sur Hasparren, en France, qui est un village du Pays Basque. D'accord ? Et vous allez voir ce qui se passe. Donc, comme tout à l'heure, hein, question-réponse, effet waouh, on a un listing, la visite du château, de l'église, du musée, etc. Mais en fait, on va mieux comprendre comment est-ce qu'il génère tout ça. Comment il a fait ça ? En fait, vous voyez, il a commencé, il a dit, bon, je commence par quoi ? Je commence par vise, par dé, par muse, par prom. Bon, allez, vise, 71%, je vais commencer par faire un vise. D'accord ? Ensuite, il se dit, bon, j'ai fait vise, je fais quoi ? Hit, hité, visite, visiter, 75, 25, je ne sais pas trop. Bon, je vais plutôt aller sur visite. Une fois qu'il a fini visite, il se dit, bon, je fais quoi ? Je fais du, de, droite, gauche. Bon, ben là, en fait, le du était à 35%. Et je vais aller sur du, en fait. Et ainsi de suite, château. Alors, est-ce que je fais le CH à 22% ou le muse, qui va être le musée de plus tard ? Oh, ben, je vais aller sur CH, etc., etc. C'est ça qui se passe, en fait. C'est vraiment une génération de petits bouts de mots, les uns à la suite des autres, sans aucune compréhension de la phrase globale. C'est clair pour vous ? Alors, retournons à notre petite présentation. Cette deuxième section, c'est pour se poser des questions et réfléchir ensemble à l'intelligence artificielle existe-t-elle vraiment ? C'est vrai que bon, quand on voit ce qui se passe, on est un petit peu impressionné, on s'est habitué à ce que le travail manuel soit remplacé par des machines. Mais là, on voit qu'on commence à se dire, mon Dieu, que le travail intellectuel commence à être remplacé par de la machine. Ça crée du stress, on est en train de monter dans les couches sociales, etc. Donc, cette section a pour vocation de nous faire réfléchir tranquillement au fait de savoir si oui ou non l'intelligence artificielle existe vraiment. Pour cela, je vous propose de commencer par des scénarios complètement hypothétiques. Et ensuite, on ira à nouveau dans les moteurs. Alors, premier scénario. Supposons que nous retournions à la préhistoire et qu'on nourrisse OpenAI de tous les dessins, de toutes les caves préhistoriques qui existent. On donne tout ce qu'il y a. OK ? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le petit prince apparaît et il va demander à OpenAI, dessine-moi un mouton. Qu'est-ce qui va se passer ? De toute évidence, OpenAI va générer un dessin qui sera à peu près proche de celui-là. Mais en aucun cas, l'IA ne sera capable de générer une des représentations que vous voyez aujourd'hui, qui est une représentation qui sort complètement du scope de ce qui est connu, qui représente donc la créativité humaine, etc. Donc, premier point, n'oubliez jamais ça, c'est que l'IA ne crée pas. L'IA fait des combinaisons de création, ce qui vous donne peut-être l'impression qu'il a créé quelque chose, mais non, à la base, il n'a rien créé du tout, il a peut-être combiné des choses, mais si vous le restreignez sur un environnement plus petit, il restera dans ce petit environnement, en fait. D'accord ? Deuxième scénario. Alors, supposons cette fois-ci qu'on ait nourri l'IA de toutes les photographies du poumon, d'une maladie quelconque. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un patient qui débarque, il a une maladie, mais qui ne suit pas exactement le pattern qui est bien connu, une sorte de mutation, de variation, un peu comme un Covid-19 ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce qui va se passer avec l'IA ?
il va dire circuler, il n'y a rien à voir. L'IA ne va pas être capable d'avoir un sens critique et de remettre en cause les patterns qu'il a appris et qu'il a compris. Il va vous dire circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça qui va se passer. Alors ça, ce sont des scénarios un petit peu hypothétiques. Certains peuvent dire, bon, Iban, tu nous dis ça, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de retourner dans les moteurs et d'aller un petit peu nous amuser pour comprendre si vraiment on est face à de l'intelligence telle qu'on le perçoit, en tout cas par l'interface et par l'interaction avec ces outils. Vous vous rappelez peut-être tout à l'heure, je vous ai fait un petit prompt sur Asparin. Je vais enlever, ou même pas, je vais peut-être garder les probabilités. Les activités touristiques à Asparin, le château, l'église Saint-Vincent, le musée de la mer, la plage, les sentiers côtiers, la ferme de la mer. C'est formidable tout ça, mais tout ça n'a aucune réalité. D'accord ? Asparin est en fait un village à l'intérieur des terres, bien loin de Biarritz et de la plage, je dirais. Donc tout ce que vous lisez ici n'a absolument aucun sens. D'accord ? Aucune réalité matérielle. Et d'ailleurs, bon, on peut un peu rigoler quand on parle de la ferme de la mer, parce que la ferme de la mer n'a vraiment absolument aucun sens, même si on y réfléchit un petit peu. Et vous voyez bien qu'au niveau de la mer, il était quand même un petit peu court. Hein. Ils disent, bon, j'ai 3%, je le passe quand même un peu sous le tapis, mais globalement, tout ceci n'a aucun sens. C'est un cas classique qu'on appelle d'hallucination, c'est-à-dire nous parler de choses qui n'existent pas, mais qui pourtant ont l'air parfaitement véridiques quand on le lit sans œil critique. Bon, ça, c'était un premier cas classique. Deuxièmement, ce que l'on va faire, c'est d'aller faire un petit peu d'arithmétique. Donc là, on est sur du GPT-4, d'accord ? Donc le dernier moteur, hein, avec les résultats que vous connaissez aux examens, température zéro pour le rendre très déterministe. Et on va lui poser une petite question. Hier, j'avais 20 ans. Depuis une semaine, quel était mon âge avant hier ? Là, on est aujourd'hui. Donc hier, j'avais 20 ans. Depuis une semaine, ça fait depuis 8 jours que j'ai 20 ans. Quel était mon âge avant-hier ? On est tous d'accord qu'on attend 20 ans. Bim, bam, boum, et ça fait boum. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Encore une fois, il n'y a pas eu de raisonnement. Ne croyez pas qu'il a réfléchi X moins Y, Z, T, etc. C'est pas ça qui se passe. Des tokens rentrent, des tokens sortent. Là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, 20 ans, depuis une semaine, hier, avant-hier, les probabilités sont parties aux oubliettes et il a généré ces choses. Ça n'a absolument aucun sens. D'accord ? Donc, quand on est en B2B, parce que nous, on travaille en B2B avec des très gros comptes et sur des très gros contrats, vous comprenez qu'il faut faire attention. Donc ça, c'était pour montrer un petit peu d'arithmétique avec GPT-4. On en a une autre quand même. Bon, on va la garder pour vous montrer sur la réalité du monde, en fait. Le garage de ma maison fait 6 mètres de large. Quel objet est-il préférable de stocker ? Une grue de chantier de 3 mètres ou une tondeuse de 4 mètres ? C'est pour comprendre si l'IA, en fait, a une véritable compréhension du monde. Et là, bon, sauf s'ils ont patché entre-temps, mais on s'attend à ce qu'ils nous disent, vas-y, mets la grue de chantier, elle prendra moins de place que la tondeuse. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, c'est que de la génération de texte. Il n'y a pas de compréhension de tout ça. C'est quoi une grue de chantier ? Ça, en B2B, c'est quand on fait de la corrélation, vous savez, par exemple des ventes corrélées, des choses comme ça sur des sites, qu'on veut mettre en avant d'autres produits, etc. Vous voyez un petit peu, il faut faire attention. Dernière chose, très rapidement, c'est de ne pas passer trop de temps là-dessus. On va un peu le challenger sur la sémantique, d'accord, sur les textes. Donc là, globalement, on va être sur du GPT-4. On va lui demander de nous traduire une petite phrase sur les catacombes de Paris. Voilà, les catacombes de Paris, le plus grand ossuaire d'Europe, représente les restes, etc. Jusqu'ici, tout va bien, on est très content, c'est parfait. Le point, c'est qu'en fait, lorsque vous utilisez le système OpenAI, vous devez dire en fait qu'est-ce qu'il est supposé être, d'accord, pour améliorer. Tu es un expert scientifique, tu es un content writer, tu es un relecteur, tu es un teacher, je ne sais pas. Donc en fait, là, on va faire le test en changeant un petit peu les choses, où on va tout simplement lui dire « You are a translator », par exemple, d'accord ? Translator. J'ai même fait une petite faute.
Le est devenu là. Alors ça peut vous sembler pour vous très anodin, mais tout à coup, on est parti d'un ossuaire à une ossuaire. Alors quand on travaille, c'est pareil, hein, sur du B2B, à générer beaucoup de textes, etc., et qu'on s'engage sur de la qualité, vous voyez que là, en fait, quand tu lui dis, ben, en fait, non, tu es un traducteur, il commence à mal traduire. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, tout ça, ce sont que des tokens de probabilité. Le fait d'injecter ici des tokens va influencer ici sa distribution de probabilité et il va générer son bazar sans comprendre ce qu'il a écrit. OK? Donc, retournons à notre petite présentation. Qu'est-ce qu'on doit essayer de retenir un petit peu de tout ça? D'abord, ne pas se fier aux apparences. On pense avoir accès à une réflexion similaire à un cerveau humain. C'est vrai, on pose une question, ça cogite, on a une réponse, on se dit « waouh ». La réalité derrière est tout autre. C'est très mécanique, sans conscience du réel ni du sens des mots. C'est vraiment ça qui se passe tout le temps, dans toutes les technologies que vous connaissez aujourd'hui d'IA. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est face à des technologies de génération de texte. Oublions que le texte n'ait pas de sens dans le sens de la réalité de ce qu'il dit. Les textes écrits étaient quand même plutôt bien, en règle générale. Donc c'est vrai qu'on est face à des technologies de traitement de texte, en fait, plus que sur de l'IA. Mais sommes-nous face à une véritable technologie capable de répondre à des questions ouvertes, comprendre, innover, développer un sens critique, etc. Là, sur ce point-là, je doute quand même beaucoup plus. Et vous voyez, les quelques petits prompts qu'on vous a montrés montrent à quel point les choses peuvent être hors piste. Alors, pour finir cette section où on se pose la question de se dire « est-ce que l'IA existe réellement ?» Je vous propose une dernière petite comparaison qui vaudra ce qu'elle vaudra, mais qui nous permet de clore ce chapitre. GPT-3, 175 milliards de paramètres. Ça fait beaucoup de paramètres. GPT-4, alors entre 1000 et 1750 milliards de paramètres. Le problème de ces chiffres comme ça, 1000, 10, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, c'est qu'à la fin, ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas pour moi. On ne sait pas trop, est-ce que c'est beaucoup, pas assez, on ne sait pas. Et donc l'idée, c'est de ramener quand même ce nombre-là, un nombre qu'on connaît un peu mieux et qui nous permettra de mettre les choses en perspective. Donc, est-ce que vous avez une petite idée avec quoi on veut comparer en fait ces milliards de paramètres? Si on se pose la question de est-ce qu'on a vraiment une intelligence artificielle ici? Est-ce que vous avez une petite idée? Hein? Exactement, bravo. L'idée, c'est de comparer peut-être au nombre de neurones dans le cerveau humain, quoi. Se dire, bon, ben voilà, combien de neurones dans un cerveau humain par rapport à ces milliards de paramètres? Est-ce que vous avez une idée? Quelqu'un connaît la réponse à peu près? Non? En fait, globalement, il y a 85 milliards de neurones. C'est-à-dire dans un cerveau humain, il n'y a pas la moitié de ce qu'il y a dans GPT-3 et globalement entre un 12e et un 20e de ce qu'il y a dans GPT-4. D'accord? Donc, ce qu'on se dit en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de mettre en place des machines extrêmement complexes avec énormément de moyens, mais pour aboutir pour le moment à un rendement intellectuel qui est quand même assez faible. D'accord? Et pour ceux qui se disent que les milliards de paramètres et de neurones ne sont pas comparables, je rappelle simplement que le cerveau humain, c'est 20 watts en termes électriques. C'est-à-dire c'est une ampoule. GPT-4, je vous laisse imaginer les data centers qu'il y a derrière et la consommation énergétique. D'accord? Donc, pour vraiment continuer à creuser sur l'intelligence, je ne suis pas sûr qu'on soit sur la bonne voie avec ces technologies-là. C'est bon pour vous? Ça clôt ce chapitre sur l'IA. Est-ce que l'IA existe? Alors maintenant, on va arriver, on sort des moteurs, on va aller vraiment sur la solution pratique en B2B. D'abord, on va poser l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? On veut créer à très grande échelle des contenus de qualité professionnelle sans intervention humaine. C'est ça qu'on fait. Donc, on veut créer des textes. La première question à se poser, qu'est-ce qu'un texte? On veut faire des choses comme ça. On veut faire des centaines de milliers. Donc, comment on avance sur ce problème? Comment on pose ce problème? Qu'est-ce que c'est un texte? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier un texte? En disant c'est ça plus ça, et puis on va commencer à tirer des logiques, faire des algorithmes, tirer des choses et avancer sur ce problème et essayer d'atteindre notre solution. Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas de comment vous verriez
les composantes d'un texte. C'est quoi ça? Non. Bon, ben, j'avance. Pour nous, au niveau de Spark Neo, on est assez froid là-dessus, hein. On dit qu'un texte, en fait, c'est du fond, c'est-à-dire un shampoing, concentré d'agave, concombre, et ça fortifie les cheveux. Donc c'est de la data, en fait. C'est du fond. Et au-dessus, bah, c'est de la forme. Place aux cheveux de sirène. C'est la manière de transmettre le message. Mais un texte, pour nous, c'est du fond et de la forme. Rien de plus. Donc si on commence à réfléchir avec ce prisme, et qu'on se dit, bon voilà, il y a le fond, il y a la forme, je vais commencer à poser les acteurs. Premier acteur, le rédacteur web. Qu'est-ce qu'il vous dit, le rédacteur web? Il vous dit, ben, je vais vous faire un texte en fonction de tout ce que vous me donnez comme document, et puis je vais suivre tout ce que dit le marketing. Et globalement, vous aurez votre texte. Donc en fait, nous, ce qu'on considère, c'est que quand vous achetez un texte d'un rédacteur web, c'est un contrat d'assurance entre le fond et la forme. Vous êtes sûr d'avoir et le fond et la forme, et vous payez au mot. C'est ça. On l'a vu tout à l'heure, si on essaye de placer GPT un petit peu dans cet environnement, mais qu'est-ce qui s'est passé avec GPT? Bon, au niveau du fond, c'est-à-dire la data, bon, Paris, c'était pas mal. Aspirin, on était un petit peu en dehors des clous quand même. Donc au niveau du fond, il est un petit peu là. Et au niveau de la forme, ben, on a vu, GPT-3, c'était très, vous savez, transactionnel, très dur. GPT-4, il te parle. Bon, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, vous, sur votre site web? On n'est pas sûr, mais en tout cas, il est un petit peu comme ça. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va amener l'IA au niveau du rédacteur? Parce que c'est ça qu'on veut faire. Ben, globalement, on n'a pas vraiment le choix. Vous devez travailler simplement ces deux axes. Et, premièrement, vous devez maîtriser le fond, c'est-à-dire les données entrantes. Si vous vous reposez simplement sur OpenAI et sa data, vous êtes dépendant d'une data d'entraînement que vous ne maîtrisez pas et un texte sera généré sur des caractéristiques que vous ne maîtrisez pas et qui ne correspondent pas à vos caractéristiques métiers. Donc vous devez absolument maîtriser la data en entrée. Et deuxièmement, c'est au niveau de la forme. La réalité, c'est que de la même manière que vous pouvez briefer un moteur IA pour lui dire je veux voilà, un texte de tant de mots, 3 paragraphes, premier paragraphe parle de ci, deuxième de ça, etc., etc. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un moteur IA, dans les mêmes termes, c'est-à-dire avec du langage naturel. On est capable de définir des briefs. Et le positionnement de la marque, le tone of voice aussi, on est capable de très très bien maintenant le maîtriser chez Spark Neo, c'est-à-dire de positionner une marque comparée à une autre, donc ce qui va fortement impacter la manière d'écrire du moteur, qui va donc se transporter pour la marque, je ne sais pas, Verbaudet, Sephora, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On se rappelle tout à l'heure. On a notre rédacteur web. GPT, il était assez loin, par défaut dans le playground. Et nous, ce qu'on va réussir à faire, c'est de déplacer GPT en maîtrisant la donnée. Donc déjà, en ayant beaucoup moins d'aléatoires, hein, sur Aspirin, par exemple, on pourrait maîtriser la donnée d'Aspirin. Et sur la forme, on est capable d'écrire dans des styles très différents. Je vais vous montrer ça. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que vous voyez quelle est la dimension qui manque dans cette analyse? Parce que bien sûr, si je parle depuis une demi-heure, pour vous dire il y a le fond et la forme, et en gros, tout le monde est en haut à droite, vous allez être un peu déçus. Mais il y a un petit piège. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de la dimension qui manque dans cette analyse industrielle concurrentielle? Le contexte, ça sera pour nous le fond, certainement, c'est-à-dire c'est de la data, et peut-être un peu de forme, c'est-à-dire la marque. Elle avait dit le contexte, pardon. Qu'est-ce qui manque là comme dimension? Non, tout ça pour nous, c'est probablement plus de la forme. Elle avait dit la justesse, pardon, je suis obligé de répéter, je suis désolé, je ne suis pas du tout habitué à parler à des gens qui, voilà, à qui je ne peux pas parler. Sens critique, non, c'est pas ça. C'est très simple pourtant. Non? Oui? Pardon? Une intention. Non, 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 non. Vous allez chercher beaucoup trop compliqué. Il faut rester très simple dans la vie. Hein? Non, 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 ça c'est justement c'est plutôt du fond et de la forme, enfin. La taille, c'est-à-dire?
Non, ben vous pouvez demander à un rédacteur 1000 mots comme un moteur 1000 mots. Hein. Hein? Ah oui, l'image pour le moment, en effet, c'est pas géré, mais c'est pas ça. Non, on fait mieux que des humains maintenant. Non, je rigole, mais on fait quasiment pareil, oui. Un point de vue, non, non, tout ça c'est dans le brief, vous inquiétez pas. Tout ça c'est géré. Bon, je donne la réponse ou pas? Vous êtes sûr? Vous avez oublié quand même quelque chose d'important. C'est la capacité de production. Et là, on n'est plus du tout en train de parler de la même chose. Donc, l'exemple que je prends, c'est 1 million de mots, parce que avant, j'avais fait cette presse avec 10 millions de mots, j'ai fait peur à des gens, on a fait un peu de bad buzz, donc je vais prendre 1 million de mots. D'accord? Écrire 1 million de mots. Vous prenez un bon rédacteur, nous, ceux qui bossent chez nous, ils sortent 2 articles de 1000 mots par jour. D'accord? Un le matin, un l'après-midi, c'est déjà un bon rythme. Hein. Article de 1000 mots, c'est pas mal. Hein. Donc un bon rédacteur, il va vous faire 2000 mots par jour. Pour faire 1 million de mots, il va vous prendre globalement 500 jours, c'est-à-dire 2 ans. D'accord? Alors avec Spark Neo, 1 million de mots, vous allez le sortir en quelques heures. D'accord? 1 million de mots, ça peut vous paraître énorme, mais pas du tout. Parce que quand, par exemple, vous travaillez, je ne sais pas, vous avez 5000 pages produits, vous voulez faire une description, si vous mettez 200 mots par page produit, ça vous fait 1 million de mots. Donc en fait, Spark Neo, nous, on vend le ticket d'entrée, c'est 1 million de mots en fait. Et après, les clients font des millions et des millions. Et je vais vous montrer un screenshot qui vous expliquera un petit peu ça. Mais les cas d'usage, on en parlera plus tard, hein, veulent dire qu'on est en milliers de pages, donc en millions de mots assez rapidement. Humainement, c'est impossible à faire. C'est bon pour vous? Alors, Spark Neo, production à grande échelle de contenu unique, de qualité professionnelle, construit suivant vos données et conforme à votre ligne éditoriale. En fait, Spark Neo, c'est vraiment l'aboutissement de cette genèse et de tout ça. On travaille sur de la création automatisée depuis début d'année d'avant, donc ça fait avant même que ChatGPT n'arrive, on a déjà fait des très gros projets. Et Spark Neo, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. Déjà, comment se présente la solution? C'est une solution SaaS logicielle dans lequel voilà, les clients sont parfaitement autonomes pour, vous allez voir, faire des modèles IA, générer en très grande échelle des contenus. Les grands principes qu'il y a derrière Spark Neo. Premièrement, le positionnement d'une marque. Quand un client travaille avec Spark Neo, les moteurs sur lesquels il travaille sont conscients de la marque pour qui il travaille. Donc, il va parler au nom de la marque. Par exemple, il va dire chez Sephora, si, chez Verbaudet, ça, etc. D'accord? Donc, c'est des textes qui sont très personnalisés parce qu'en fait, le moteur parle au nom de la marque. Un peu comme vous demanderiez à un rédacteur de parler au nom de votre marque. Deuxièmement, vous faites des modèles IA et en fait, des modèles, c'est simplement un brief, qu'on appelle un peu data-driven, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez dire moi, j'ai une page produit. Ma page produit, c'est 3 paragraphes. Premier paragraphe, je veux que tu parles de ça, 150 mots. Deuxième paragraphe, c'est les avantages, je ne sais pas, 5 bullet points, 6 mots par bullet point maximum. Et troisième paragraphe, conseil d'entretien, comment on entretient le produit. Donc, vous faites un brief. Et vous dites, en fait, au modèle, sache qu'en entrée, tu auras de la data, c'est-à-dire des attributs. Attributs valeurs, un peu comme dans Google Shopping, sont vraiment les attributs de votre PIM, le product name, le product type, la taille, etc., etc. Et vous dites simplement au moteur, en fait, voilà, tu vas avoir ces attributs-là en entrée, et merci de me générer ce texte tel que je te le demande et tel que je te le décris de manière humaine. Hein. D'accord? Et en fait, ce qui se passe ensuite, c'est que les clients font des projets pour générer à la volée des contenus, donc en fournissant la data à la volée. Donc typiquement, vous avez des rentrées de produits, vous allez faire un nouveau projet pour dire sur ces 50 nouveaux produits, merci de me générer toutes mes pages description. C'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, les cas d'utilisation de Spark Neo. Les pages produits, c'est la première chose. Alors, on a assez e-commerce là-dedans, mais les pages produits, c'est bien évidemment souvent le premier use case. Parce qu'il y a trop de volume à faire et humainement, on ne peut pas le faire. Il y a aussi les pages catégories et tous les textes des facettes et les cocons sémantiques. Donc, vous avez une catégorie 1 où vous avez un certain produit et il y a tout un ensemble de permutations possibles sur les facettes par la couleur, par le nombre de personnes, par la taille, par ce que vous voulez. Et là, normalement, vous devez faire des pages catégories sur ces facettes-là et donc générer des textes sur ces mots-clés-là. Donc ça, c'est aussi très utilisé. Peut-être juste pour continuer, moi, sur la slide, même si vous ne la voyez pas, mais
Les cas d'usage, hein, les marketplaces aussi, d'accord? C'est-à-dire, les besoins, c'est moi j'ai un produit, je veux une description pour mon site, je veux une description pour Amazon, etc., etc. Spark Neo va vous permettre de générer autant de descriptions que vous le souhaitez, avec des contraintes différentes pour chacun de ces marketplaces. D'accord? C'est clair, vous m'entendez tous à nouveau? Oui, c'est bon? Voilà. Des pages locales, des FAQ, bon, tout ça, c'est pour aller générer beaucoup de volume SEO et donc beaucoup de texte. Pour la suite, je ne peux pas avancer sans le display. Oui, si vous avez des questions, peut-être, allons-y. En fait, la question, c'est d'où vient la data? La data vient de chez vous. Donc, en fait, on fait des API, soit on va aller taper le PIM, soit on a un flux shopping, un CSV, etc. Mais c'est votre donnée qui est utilisée en entrée. Dans la démo, vous allez voir, je vais simuler un flux shopping un peu bête avec 4 attributs pour un produit, pour Verbaudet, puis pour Elantia, et on va générer des textes à la volée. Je crois que ça reboot, là, non? Au niveau de la sécurité, je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais. Au niveau de la sécurité, parce que je suppose que du coup vous envoyez les données directement dans les moteurs de génération, comment ça fonctionne? Parce que du coup ça va partir sur leur serveur et non? Alors ça, non, c'est fini depuis vraiment très très longtemps. C'est-à-dire que ce soit Azure ou OpenAI, il est explicité de manière très claire maintenant, depuis je pense que c'est mars début d'année, que les datas envoyées en API ne sont absolument plus utilisées en interne en OpenAI pour améliorer les moteurs ou pour voler la data. Ok, donc ça c'était quelque chose de très ancien. Ce n'est plus du tout à jour parce que de toute façon sinon ils n'auraient plus de business. OpenAI ou Azure, ils n'auraient pas de business. Dans le data privacy, il a pris la main depuis longtemps. On va peut-être retourner dans la presse, puis on peut peut-être refaire des questions, on verra bien. On verra comment ça se passe. Alors, très rapidement, peut-être la différence entre un texte Playground et un texte Spark Neo. Donc, quand vous êtes dans le Playground, hein, que vous jouez, qu'est-ce qui va se passer? Si autant de personnes que vous êtes, vous allez dans le Playground, vous faites la requête, vous allez globalement tous obtenir le même texte. Hein. C'est-à-dire les activités à Paris et compagnie, ça va être la même chose pour tout le monde. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? On est sur une solution générique. On est sur de la data d'OpenAI, il n'y a pas de brief, il n'y a pas de tone of voice, et vous allez tous avoir la même chose. D'accord? Alors que lorsque vous allez travailler avec Spark Neo, ça n'a rien à voir. C'est donc vos données, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc c'est un flux, c'est un appel API pour aller lire la data. C'est votre brief, donc vous allez dire, moi, ma page produit, c'est 3 paragraphes. Votre concurrent, sa page produit, c'est peut-être 5 paragraphes, et un autre concurrent, c'est 1 paragraphe. Ça dépend des CMS, ça dépend de beaucoup de choses. Et enfin, c'est votre tone of voice, et ça, c'est très important. C'est tout ce qu'on va illustrer très rapidement pendant la démo. C'est de montrer qu'avec une même data en entrée, mais un tone of voice qui diffère, les textes générés sont drastiquement différents les uns des autres. D'accord? Donc, il faut vraiment voir Spark Neo comme une sorte de triangle avec, il y a données, il y a brief et il y a le positionnement de la marque. Si une des dimensions pète, le texte est complètement différent. D'accord? Alors, un exemple d'email qu'on aime bien recevoir. Alors, il n'y a pas de bug là-dedans. Hein. Spark Neo a généré 853 contenus pour 220 000 mots. D'accord? En fait, ça fait 300 mots par page. Ça, c'est un projet qui est sorti hier, par exemple. D'accord? Et c'est un client qui travaille en autonome. Hein. Nous, on n'est pas... on aide, on conseille, etc. On a du service, mais les gens sont très autonomes. Donc, il y a un modèle qui dit, un brief qui dit, fais-moi 3 paragraphes, en gros, ça fait 300 mots. En API, elle allait choper les 850 produits de sa catégorie, elle a lancé le bazar, elle a pris 220 000 mots. C'est pour ça que je vous disais qu'un million de mots, ce n'est pas si énorme que ça quand on travaille vraiment à l'échelle chez des e-commerçants, mais humainement, c'est impossible. Même ça, ça fait 220 articles de 1000 mots, vous avez compris, c'est pas possible. Et là, pour Spark, c'est sorti dans la journée, hein, bien sûr. Alors peut-être très rapidement une petite démo de Spark Neo. Voilà, donc Spark Neo, hein, ce qu'on vous disait, c'est une solution, c'est un SaaS, très simple d'utilisation. Globalement, il y a 3 écrans. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un petit moteur pour Verbaudet. Et ensuite, on a fait un petit moteur pour Elantia, qui est une marque qui n'existe pas, que l'on a positionné comme étant la nouvelle marque de LVMH. D'accord, le nouveau truc ultra luxe, etc. D'accord? On va juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau d'un modèle, je vais aller assez vite. Je vais vous montrer principalement brief, mais pour montrer que c'est vraiment une expression
humaine. D'accord? On va dire ici, par exemple, bon, ben voilà, il y a un premier paragraphe, tu vas mettre en avant X, Y, Z, je veux tant de mots maximum, etc. Et il y a un deuxième paragraphe qui va être plutôt, je veux un bullet point, d'écrire des avantages, pas trop de mots par avantage, etc. C'est ça en fait un brief. Vous briefez l'IA de la même manière que vous devriez briefer en fait votre rédacteur. Ok? C'est ça un modèle. Alors comment ça va fonctionner? Bon, on fait un projet. On va dire, voilà, j'ai fait mon nouveau projet. Sur quel modèle? Bon, ben, sur le modèle des descriptions des pulls de Verbaudet. Immédiatement, Spark vous dit, enfin le modèle, la data. Elle est où la data? D'accord? Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement uploader un petit fichier pour Verbaudet, un petit produit simplement. C'est une simulation bien sûr d'un flux shopping. Hein. Mais normalement, chez les gros clients, hein, ici tout est en API. D'accord? Donc c'est un accès direct à votre API et l'écran ensuite suivant, vous allez voir comment ça fonctionne. Mais globalement, c'est de l'API. La personne tout à l'heure n'a pas uploadé 850 produits. Donc globalement, le modèle vous dit, bon ben merci à la data. Moi, tu m'as dit que j'ai âge, couleur, genre, marque, type de produit. En gros, c'est ça qu'on a dit hein, au modèle. On le dit, voilà, tu vas avoir de la data et à partir de là, tu vas me faire des textes. Donc il s'agit simplement de mettre en corrélation entre votre data et ce qu'il attend. Alors ça se fait automatiquement par API. Là, vous voyez, ben, il y a l'âge, c'est la colonne âge de l'Excel, etc. Cette phase est automatique quand on est par API. Donc globalement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous avez ici, vous allez avoir un listing complet de tous vos produits, en fait. D'accord? Ici, c'est un produit, ben, l'identifiant c'est un pull pour fille bleue de 2 ans de la Reine des Neiges. Voilà, c'est la valeur des attributs. On nous pose souvent la question, est-ce que les attributs peuvent être nuls, etc. Oui, il n'y a pas de souci, on sait gérer tout ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez simplement dire, bon, ben, par exemple, sur le produit 1, merci de me générer le contenu, c'est tout. Et là, le brief se lance, le modèle est parti, il a sa data en entrée, on lui a dit qu'est-ce qu'on voulait, et il va commencer à générer les textes. D'accord? C'est tout ce que vous avez à faire. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une autre marque qui s'appelle Elantia, qui n'existe pas, qu'on a créée. Donc le positionnement, hein, c'est du luxe, etc. etc. D'accord? Marque emblématique française, enfin bon, bref, tout ça est faux, hein, mais c'est simplement pour illustrer. Le modèle IA est le même. On va lancer aussi un nouveau projet de test. On va lui dire, ben voilà, fiche description d'Elantia. Où est ma data? Cette fois-ci, ben, il y a un deuxième fichier pour Elantia. C'est toujours le même système. Je sais gérer l'âge, la couleur, etc. C'est comme tout à l'heure. D'accord? Et en fait, bon, ben, chez Elantia, vous voyez, c'est un pull pour femme, rose bonbon de 30 ans, en coton pailleté, quoi. C'est ça le flux shopping. Et on va dire, ben, merci de me générer le texte sur Elantia. Et donc là, le moteur va commencer à générer du texte pour Elantia avec une data en entrée, vous avez vu, qui est très similaire à Verbaudet. Donc, pour la data, pour bien matérialiser, hein, ce que l'on fait rentrer, ça, c'est Elantia. C'est ça qu'on fait rentrer. Hein. Le produit, le type, le genre, la couleur rose bonbon. C'est ça que j'ai uploadé. D'accord? C'est vraiment un flux shopping. Et pour Verbaudet, c'est pareil, hein, vous voyez? C'est le pull fille 2 ans, Reine des Neiges. Hein. C'est ça qui rentre en fait. C'est la data. Donc si on revient un peu sur Verbaudet. Il est en train de générer les textes. Je vais vous montrer le type de texte qu'il fait. Quand vous êtes sur Verbaudet, voilà le type de texte qui est généré. Là, la data, c'est quoi? Pull fille, attribut nul pour toutes les autres valeurs. D'accord? La couleur, le machin, le bidule, tout ça, c'était nul. Là, c'est pull fille 12 ans. Vous pouvez prendre connaissance de ces textes et regarder ce qui se passe. Donc, on est dans un style d'écriture qui est un style d'écriture véritablement lié à Verbaudet, où on a un positionnement pour, vous savez, femme, enfant, etc., très doux, etc. D'accord? Donc, vous pouvez voir quand, par exemple, on va aller sur, comment dire... oui, le garçon de 14 ans, voilà, Verbaudet, tac, pull, tendance, machin, bidule. Vous voyez le style de texte.
Et quand on va être sur des garçons de 10 ans, pour les fans du super-héros, etc., etc., vous voyez, les textes sont toujours générés, ils sont toujours très riches. C'est pas des textes à trous, hein. On est face à de la génération naturelle, mais très contextualisée pour une marque, dans un style d'écriture d'une marque et pour la data de la marque en question. D'accord? Vous comprenez bien que ce texte-là, on peut pas aller le mettre sur un autre site. Le moteur écrit comme un content writer. En fait, SparkNeo, c'est un content writer, sauf que c'est un content writer, je sais pas, avancé, ou je sais pas comment on peut le dire. D'accord? Ça, c'est le petit texte qu'on vient de faire à la volée. C'était, vous vous rappelez, le pull, fille, 2 ans, Reine des Neiges Bleues. Pour les petites princesses, etc., etc. Ça, c'est du verbaudet. D'accord? En tout cas, dans l'état de ce moteur de démo. Et ensuite, on va aller sur Elantia, peut-être. Ben, Elantia, rappelez-vous, hein, c'était la même data quand même. Hein. Bon, c'était un pull, femme, etc. Ben, vous pouvez prendre connaissance du texte, vous allez voir que le positionnement est très différent. On est sur voilà, des vers bâtiments du style voilà, la beauté, l'excellence, des choses comme ça. Quand on est en génération, bien sûr, en volume, hein, on est sur une vue plutôt matricielle hein, de tous ces textes. D'accord, avec tous les textes qui sont comme ça, vous pouvez les télécharger dans les formats d'import, vous pouvez les pousser directement dans les CMS à grande échelle parce que vous comprenez bien que la personne qui a généré les 200 000 mots, elle ne va pas publier une page par une page. Tout ça se pousse automatiquement par API. D'accord? Et on a aussi de la traduction à la volée dans toutes les langues, donc vous avez tous vos textes dans toutes les langues disponibles. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau de SparkNeo. Est-ce que ça a été clair au niveau de cette démo? C'est clair? C'est bon? Alors, je vous propose peut-être de retourner rapidement dans cette petite présentation. On avait juste quelques petites, on appelle ça des flashcards, très rapidement, quelques petites idées pour finir. Et puis après, s'il y a encore quelques questions, on peut les prendre. Mais surtout, on est juste là de l'autre côté, en fait. On est vraiment juste là, à 2 mètres, là, derrière Simon et associés. Donc, vous vaudrait peut-être mieux aller voir toutes les équipes si vous avez plus de questions. Mais quelques petites idées de flashcards, c'est juste pour poser quelques dernières petites choses pour ceux qui se sont endormis, comme on dit. Alors, l'IA deviendra la technologie innovante, la plus rapidement commoditisée de toute l'histoire et non différenciante entre les fournisseurs. Pourquoi? Parce que c'est la même techno et c'est la même donnée d'entraînement. Donc, en fait, très rapidement, tout ça va s'uniformiser. Et ce qui semblait être quelque chose d'extraordinaire, je pense, il y a 1 an, en fait, on se rend compte maintenant que c'est quelque chose qui va devenir un peu comme un fournisseur d'eau, quoi. D'accord? Deuxièmement, c'est que tant qu'on va se reposer sur cette technologie de petit bout par petit bout, je suis quand même assez sceptique sur le fait d'être capable de générer une véritable intelligence artificielle. Parce que par construction, vous êtes en train de générer des textes par petits bouts de mots, sans vraiment comprendre ce que vous faites. Est-ce que vraiment ça nous permettra d'aller quelque part? Je n'en suis pas certain. Ne pas se laisser avoir par les résultats du concours. Hein. Vous avez vu, quand on pose des petites questions pas très compliquées, mais qui ne sont pas dans les concours, GPT-4 est à côté de la plaque. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus en fait des mécanismes de répétition et de bachotage qu'autre chose. Hein. Parce qu'ils ont beaucoup vanté l'intelligence du moteur. Mais la réalité, quand vraiment on travaille beaucoup dessus, vous voyez que non. C'est un peu mieux que GPT-3.5, mais pas beaucoup plus. Là, autre chose. GPT-4 a déjà atteint des limites. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en termes de consommation énergétique, vous imaginez pas, le nombre de paramètres est vraiment astronomique, mais surtout, on est déjà 10 à 30 fois plus cher, 3 fois plus lent. Vous avez bien vu, il n'a même pas fini quand nous, on avait fini tous les autres. Et globalement, il est 30% plus efficace que le 3.5. Nous, on a fait beaucoup de projets en 3.5. On est passé en 4 quand même parce qu'on est toujours dans de la qualité. Mais globalement, vous prenez 30% pour prendre 20% du prix en plus, 20x. Là, parlez-moi d'inflation. Donc je pense vraiment qu'on atteint un petit peu des limites, c'est-à-dire GPT-5, on va faire quoi? On va mettre, je ne sais pas combien, 20 000 milliards de paramètres, avec en plus le problème de coût énergétique. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne voie. Alors là, Google est en pole position pour offrir le meilleur service d'IA générative. Pourquoi? Parce que je pense que Google, il ne faut pas oublier qu'ils ont accès à une infrastructure de crawl temps réel du web quand même, d'accord? Donc ce qui veut dire quand même qu'ils seront à même
à avoir de la donnée plus fraîche, en supposant qu'on peut réentraîner rapidement les moteurs. Je ne vais pas trop aller là-dedans, mais globalement, ils ont quand même cette infrastructure que n'a pas OpenAI, d'accord? Même s'ils ont un partenariat avec Bing, ils n'ont pas quand même les capacités de Google. Reste que pour le moment, bon, Bard, hein, c'est un GPT 3.25. Ça, il y a eu GPT 3 que vous avez vu sur le truc vert très très limité. Il y a le 3.5 que beaucoup de gens connaissent. Il y a le 4. Globalement, Bard aujourd'hui, c'est du 3.25. Nous, on peut pas l'utiliser. Il est encore trop limité. Mais en tout cas, à terme, pourquoi pas penser que Google a un avantage avec son infrastructure de crawl. Au niveau SEO, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais globalement, je suis très étonné que déjà le blocage systématique des crawlers IA soit pas la norme et que tout le monde fasse pas ça. Et que les serveurs, vous savez, vous pouvez tout à fait bloquer des robots et dire, ben voilà, je veux pas que tel robot crawl mes pages. Et je pense que ça va très très rapidement évoluer. Il y avait une autre petite chose qui était sortie, c'était un crawl de page en temps réel. Donc ils ont fait un peu de buzz en début d'année avec ça en disant, vous savez quoi? On a résolu le problème. Vous voulez crawler une page, Bing va crawler la page, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est un vol d'identité. C'est-à-dire que votre serveur, il voit Bing arriver, il donne la data parce qu'il pense que c'est du SEO, de l'indexation, alors qu'en fait, c'est peut-être votre concurrent qui veut votre data et qui a été prise par Bing. Donc le truc a été arrêté au bout de 2 mois, quoi. Je ne sais pas trop comment ils vont faire ça, mais attention. Petit point aussi intéressant, c'est l'évolution subtile du marketing d'OpenAI qui, bon, ben voilà, ils sont très très bons en marketing, bien évidemment, c'est des Américains, ils sont très très forts. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant on disait IA, maintenant on ne dit plus IA, on dit IA générative. Ça fait 6 mois à peu près que ça... Il y a 1 an, ils ont dit qu'ils avaient fait Skynet. Bon, là maintenant on parle d'IA générative, on génère des textes, des images, voilà. Donc c'est vrai que moi je suis très impressionné par ce qu'ils ont fait OpenAI. Je vous dis technologiquement, je trouve ça vraiment très très impressionnant. On peut faire des choses magnifiques, notamment Spark. Mais c'est vrai qu'au niveau marketing, j'étais quand même, j'étais pas très content parce qu'on savait très bien ce qui se passait nous derrière. Et ils parlaient d'IA, mais aujourd'hui je crois que les gens sont beaucoup plus matures et ont compris que c'est peut-être pas de l'IA tel qu'ils ont voulu nous le vendre. Et dernier petit point, ben ça c'était juste une petite réflexion, mais c'est vrai quand je suis allé à Asparin avec mes parents, j'étais très étonné de voir le nombre d'appels qu'ils reçoivent. Vous savez, bon, mes parents, ils ont 75-80 ans. Hein. Nombre d'appels au téléphone pour essayer, vous savez, de faire des arnaques, des choses comme ça. Ils en reçoivent, je ne sais pas, 3 par semaine. Je dis attention, parce qu'avec la démocratisation de l'IA, la copie de la voix va être très simple. La contextualisation, c'est-à-dire prendre toutes les données d'un persona, d'une personne et la conglomérer, va être très simple. Et c'est vrai que je me dis attention. Par exemple, là, on est filmé aujourd'hui. Ma voix va peut-être être mise quelque part. On peut prendre ma voix et puis faire un appel à ma mère et dire c'est Iban, je suis en galère, vire-moi 1 000 €. Ma mère ne va pas comprendre. Vous voyez, elle va aller à la banque et elle va me faire un virement de 1 000 €. Quoi. Donc je dis attention, je pense, on est hors du cadre, hein, qu'il va falloir faire attention à ça parce que l'imitation est très très forte. Et on voit d'ailleurs sur LinkedIn beaucoup de gens qui font des posts maintenant sur des choses qui sont faites fake, qui ne s'en rendent pas compte. Alors c'est vrai que nous, on n'ose pas trop le dire. Il y a un truc qui a tourné récemment sur un ping-pong, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un mec au ping-pong très bon, en face il y a une espèce de robot, etc. Ils sont là à regarder, expérience versus machin bidule, mais en fait le robot n'existe pas. Mais les gens n'arrivent même plus à faire la différence, parce qu'entre le deepfake visuel, bon bref, mais des gens déjà se font avoir alors qu'ils ont, voilà, je sais pas, entre 20 et 40 ans, quoi. Alors avec nos aînés, ça sera un peu plus compliqué. C'est ce qui clôt cette présentation. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, une petite chose. Bon, la société s'appelle Incremi, c'est le produit Spark Neo, ce qui n'est pas du tout marketingement évident, mais on est juste derrière. Et c'est vrai, quand on nous cherche, il faut plutôt chercher, je crois, Incremis dans l'annuaire, parce qu'il y a des gens, ils ne nous ont pas trouvé hier, ils m'ont dit sur LinkedIn, etc. Merci à vous pour votre participation, merci pour votre temps, et j'espère que ça vous aura plu.